Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Nous en sommes à la leçon numéro 77. Nous allons ici estimer la puissance frigorifique nécessaire au refroidissement d'une chambre froide pour maintenir une température donnée. Alors une chambre froide, c'est un assemblage de panneaux isothermes, c'est-à-dire que ce sont des panneaux sandwich faits généralement en polyuréthane et qui vont limiter les apports de chaleur par l'extérieur. Alors l'objectif de la chambre froide, c'est de maintenir une température à l'intérieur de notre enceinte. Pour cela, il faut bien sûr un groupe frigorifique. Ce groupe est composé d'un compresseur, d'un condenseur, d'une bouteille de liquide. Il faudra également un détendeur qui va nous permettre de passer d'une HP à une BP et ainsi d'avoir du fluide frigorigène froid qui va pouvoir donc alimenter nos évaporateurs. L'évaporateur, lui, devra donc récupérer toute la chaleur qui sera produite tout au long de la journée dans notre chambre froide. La puissance et donc la sélection de notre évaporateur est très importante car l'évaporateur, c'est l'appareil qui va permettre justement de capter toute la chaleur qui va être produite à l'intérieur de notre chambre froide tout au long de la journée. Et une bonne sélection d'évaporateurs va permettre justement de maintenir la température constante tout au long de la journée et ainsi maintenir donc nos denrées à une température de conservation optimale. Donc on retrouve ici une chambre froide qu'on doit maintenir à 0 degré. On a des éléments classiques, donc on a une porte qui va s'ouvrir et se fermer tout au long de la journée. On aura bien sûr un évaporateur avec son ventilateur et son moteur. On aura de l'éclairage, des personnes donc qui vont travailler, des machines, un tapis roulant, des transpalettes et aussi on aura donc nos denrées à maintenir à 0 degré. Donc la question maintenant qui va se poser, quels sont les apports de chaleur qui vont perturber justement le maintien de cette température de consigne? Alors on part sur le premier poste d'apport de chaleur dans notre chambre froide, c'est les apports par les parois. Donc notre chambre froide est constituée normalement de panneaux isolants qui vont limiter justement ces apports de chaleur via les parois. Donc ici on a des panneaux sandwich avec de la mousse polyuréthane à l'intérieur qui ont une bonne résistance thermique. Malgré cela, on aura toujours des apports de chaleur donc via toutes les surfaces latérales. Donc faites attention, il y en a 4. On aura aussi des apports de chaleur via le plafond et aussi des apports de chaleur via le sol. Et ça, c'est lié au fait que la température extérieure est toujours plus chaude que la température intérieure de la chambre froide. Et donc là, on va avoir un déplacement de la chaleur, puisque la chaleur se déplace toujours des zones les plus chaudes vers les zones les plus froides. Allez, on part sur le deuxième poste, et là, on va parler des apports par les denrées. Donc dans une chambre froide, on va stocker des denrées, ça peut être des fruits, des légumes, de la viande. Donc ici, on a par exemple une chambre froide qui va stocker des légumes. Ces légumes arrivent à une température supérieure à la température de consigne. C'est pour ça qu'on a donc un apport de chaleur via les denrées. Alors n'oubliez pas de prendre en compte les apports de chaleur par les emballages. Les emballages étaient à l'extérieur, donc ils rentrent avec eux avec une certaine quantité de chaleur qu'il faudra évacuer au niveau des évaporateurs. Et cette quantité de chaleur n'est pas négligeable, donc il faut la prendre en compte dans vos calculs. Alors dans notre chambre froide, on pourra stocker de la viande, des produits frais, des œufs, des produits emballés. Attention, pour certains produits, en particulier donc les fruits et les légumes, pour certains crustacés vivants aussi, il faudra prendre une quantité de chaleur liée à la respiration de ces denrées. Mais ça, je dirai un mot beaucoup plus précis tout à l'heure. Allez, on passe au prochain poste et on va parler des apports par les personnes. Donc les personnes qui travaillent à l'intérieur de la chambre froide dégagent de la chaleur. En moyenne, on est entre 200 et 300 watts en fonction du type d'activité. Allez, on passe au prochain poste et là, on va parler des apports par les machines. Donc là, visiblement, on a un train roulant avec un moteur électrique qui va dégager de la chaleur. On peut avoir aussi des appareils de manutention électrique comme des Fenwick pour ne pas citer la marque. On peut avoir aussi des appareils, des équipements de découpe lorsqu'on est dans un laboratoire de viande. Et donc toutes ces chaleurs apportées donc, par ce matériel électrique est à prendre en compte pour le calcul de la puissance frigorifique.
Allez, on passe au prochain poste et là on va parler de la ventilation. Donc pour pouvoir ventiler au niveau de notre évaporateur, on a des moteurs électriques. Donc là par exemple vous avez un exemple de moteur de ventilateur d'évaporateur. Et ce petit moteur, hein, il ne paye pas de mine, mais il peut dégager jusqu'à 100 watts. Hein. Donc si vous en avez 5 ou 6 dans votre chambre froide, il faudra prendre en compte la chaleur dégagée par ces moteurs. Allez, on passe au prochain poste d'apport et là on va parler des apports par l'éclairage. Bien sûr, dans une chambre froide, on ne travaille pas dans le noir, même si on a bien avancé dans la technologie des éclairages. Au jour d'aujourd'hui, on est sur de l'éclairage LED, mais malgré tout, même si l'éclairage fournit de la lumière, cet éclairage-là dégage de la chaleur. Donc en moyenne, on est sur un tube d'éclairage comme ça, aux alentours de 60 watts. Donc là, si vous multipliez par X éclairage que vous avez dans la chambre froide, ça peut faire un poste d'apport de chaleur qui est très important et qui va qui va jouer un rôle aussi non négligeable sur le calcul de votre puissance frigorifique. Allez, on est parti pour le prochain. Donc on va parler des apports par renouvellement d'air. Lorsque vous avez une pièce qui est fermée, ici en l'occurrence une chambre froide, donc l'air qui est à l'intérieur va de façon progressive se vicier puisqu'on a des personnes qui sont à l'intérieur et qui travaillent. Donc il faudra remplacer régulièrement cet air durant la journée avec de l'air qui vient de l'extérieur, donc via une petite grille de ventilation. Donc ça peut être de la ventilation naturelle ou mécanique. Et donc cet air qui vient de l'extérieur est à température extérieure, donc peut-être à 26-27 degrés, et va venir remplacer de l'air qui est à zéro. Donc il faudra prendre en compte cet apport de chaleur dans votre calcul de puissance frigorifique. Et enfin, donc on va parler des apports par ouverture de porte. Donc là, lorsqu'on va travailler dans une chambre froide, régulièrement, la porte va s'ouvrir et se fermer. Et lorsqu'elle s'ouvre, donc on a une masse d'air chaud justement qui va rentrer dans notre chambre froide. Et il faudra donc prendre en compte cet apport de chaleur dans votre bilan frigorifique. Donc voici tous les postes qu'il faudra prendre en compte pour votre calcul d'apport journalier. Donc ici, d'un point de vue un peu plus mathématique, on va retrouver donc les apports journaliers totaux, donc qui sont en kilojoules. Donc c'est la somme des différents postes qu'on vient de voir précédemment. Donc on aura bien sûr l'apport par les parois, par les denrées, par les personnes, par les machines, par les moteurs de ventilateurs, par l'éclairage, par les ouvertures de portes et je termine par le renouvellement d'air. Donc à partir de là, on peut calculer la puissance frigorifique. Donc là, on retrouve la formule que l'on a vue lors de la vidéo précédente, donc qui lie la puissance à l'énergie. Donc on va diviser la quantité de chaleur totale journalière donc apportée à notre chambre froide par le temps. Et au niveau donc du temps, on va prendre un temps de fonctionnement de notre groupe frigorifique qui est compris entre 16 et 20 heures. Donc bien sûr, le temps, il faudra le passer en secondes. Et ainsi donc on obtient la puissance frigorifique à installer donc dans notre chambre froide pour pouvoir maintenir la température de consigne désirée. Alors je fais pas trop de calculatoire sur les vidéos, mais là je suis obligé un petit peu de vous présenter les différentes formules pour pouvoir calculer les apports par les différents postes ici qu'on vient de décrire, donc par les parois, par les denrées, par les personnes, etc. Vous allez voir, je vais essayer d'être le plus synthétique possible et on va essayer de mettre en place les choses essentielles à retenir. Alors tout d'abord au niveau des apports par les parois. Donc une chambre froide c'est quoi? C'est des panneaux isolants qui vont venir s'assembler les uns avec les autres. C'est du puzzle, ça se fait vraiment très facilement. Il suffit d'avoir une petite clé ici qui permet de tourner une gâchette. Et la gâchette va venir justement s'insérer dans les petites fentes qui est ici. Et vous allez pouvoir monter votre chambre froide vraiment en 1 heure de temps sans aucun souci. Alors ces panneaux isolants donc, ont différentes épaisseurs. Donc en fonction de l'application, vous allez avoir par exemple pour du froid positif des épaisseurs de 60, 80 jusqu'à 100 mm. Donc lorsque la température de la chambre froide est positive. Lorsque vous êtes sur des applications à température négative, là il faut avoir une isolation d'au moins 120, 150 mm. Bien sûr, chaque épaisseur d'isolant va avoir son coefficient de transmission thermique que l'on appelle K. Et bien sûr, plus le panneau sera épais et plus votre panneau sera résistant donc aux apports de chaleur extérieurs. Alors pour pouvoir quantifier ces différents apports de chaleur, on a ici phi par watt qui est la puissance surfacique en watts qui est égale donc à K. Donc K c'est le coefficient de transmission thermique qu'on a ici en fonction de l'épaisseur de notre isolant. Donc il faudra choisir le bon K. Attention ici je crois bien de mémoire on est sur du panneau de type polyuréthane. Donc si vous avez un autre type de panneau, il faudra prendre le coefficient de transmission thermique adapté à votre matériau.
Donc vous faites K ensuite fois S, S c'est la surface, donc au niveau de la surface, attention, sur une chambre froide vous avez 4 parois latérales, un plafond et un plancher. Alors si tous les panneaux sont de la même faits de la même façon, donc vous pouvez utiliser un seul coefficient de transmission. Attention, peut-être pour le sol, des fois il faudra peut-être ajouter une résistance, car on aura souvent un sol béton avec un pare-vapeur ou du sable, etc. Alors donc on multiplie par la surface, ici on multiplie ensuite par la différence de température, et ça c'est assez simple, c'est la différence entre l'intérieur et l'extérieur de la chambre froide. Donc vous multipliez le tout par 86,4 pour passer en kilojoules, puisque le phi paroi ici est en watts. Donc l'idée ici c'est d'avoir justement des apports en kilojoules pour pouvoir faire la somme plus facilement à la fin. Allez, on est parti pour parler des apports par les denrées. Donc attention, c'est le poste d'apport qui est le plus important d'un point de vue numérique. Donc au niveau des denrées, on peut retrouver différents types de produits. On peut retrouver des viandes, des volailles, des fruits, des légumes, des fleurs, des produits emballés, des produits surgelés. Et donc on a 3 types d'apports par les denrées. Le premier type, il est lié au fait de la livraison. Lorsque vos produits sont livrés avant d'être stockés dans votre chambre froide, donc il y a un certain circuit, il y a une certaine chaîne du froid. Malgré tout, la température de votre viande, par exemple ici, va augmenter de plus 2, plus 3 degrés. Et donc ça, c'est le premier rapport de chaleur, puisque lorsque vous allez rentrer votre viande à plus 2, plus 3, et que votre température de consigne est de 0, donc là, vous voyez qu'il y a un apport lié donc, au transport. Le deuxième type, et il n'est pas négligeable, c'est pour les fruits et légumes, et pour certains crustacés vivants, on a un phénomène de respiration. Donc ça, c'est aussi un type d'apport qu'il faudra prendre en compte au niveau de vos denrées. Et enfin, le troisième type, il est lié à l'emballage. Donc là, ici, visiblement, on a des cagettes en bois, on peut avoir du carton, on peut avoir un emballage plastique, etc. Et tous ces emballages qui étaient à l'extérieur, donc de la chambre froide, vont rentrer dans votre chambre froide avec donc de la chaleur qu'il faudra bien sûr évacuer au niveau de l'évaporateur. Allez, on part sur le premier poste de denrée. Donc on a dit que c'était la chaleur qui arrivait donc liée au transport, et donc notre marchandise arrivait à une température supérieure à la température de consigne. Et pour pouvoir quantifier ces apports de chaleur, on va utiliser la formule suivante. Donc on va faire M. Donc ça c'est la masse de denrée qui va être introduite à l'intérieur de notre chambre froide, fois C, C c'est la chaleur massique des denrées en kilojoules par kilogramme degré Kelvin. Donc là, en fonction des produits, vous voyez ici que vous avez les chaleurs massiques. Donc pour les viandes par exemple, on a une chaleur massique qui est comprise entre 2 et 3 kJ par kg degré Kelvin. Pour les fruits et légumes, on est plutôt entre 3 et 4. Donc ça c'était avant congélation. Après congélation, on voit ici que les chaleurs massiques sont un peu plus faibles. Alors, donc on revient à notre formule, donc on va faire la masse fois la chaleur massique fois l'écart de température. Donc l'écart de température, si vos produits arrivent par camion frigorifique, on va considérer que la chaîne du froid est quand même maintenue, et on va avoir un écart entre le produit et la chambre froide de 5 degrés. Par contre, si vous êtes sur des fruits et légumes et qu'ils sont récoltés à l'extérieur à température ambiante, qu'ils sont à 30 degrés par exemple, et qu'ils sont introduits dans une chambre froide qui est à 5, donc là le delta sera 30 moins 5. Alors une petite difficulté qu'on a, c'est surtout pour quantifier la masse de denrées à refroidir. Donc là, admettons que j'ai une chambre froide qui fasse 100 mètres cubes. Quelle est la masse de denrées que je peux stocker à l'intérieur de ma chambre froide? Donc déjà, dans un premier temps, on va prendre la moitié du volume. Donc là, si on part sur 100 mètres cubes, je prends 50% du volume de stockage, parce qu'il faut toujours laisser de la place pour la circulation à l'intérieur de la chambre froide. Et donc là, je passe sur un volume de stockage de 50 mètres cubes. Après, donc en fonction du type de produits, vous allez avoir une certaine densité de stockage. Donc par exemple, si vous avez des mangues, vous pouvez stocker des mangues pour 350 kg par mètre cube. Si vous avez par exemple de la viande, là on va prendre le cas de la viande, on pourra stocker 300 kg de viande par mètre cube. Donc j'ai simplement à faire la petite multiplication 50 mètres cubes fois 300, et là j'aurai ma masse totale. Donc ici dans notre cas c'est 15 000 kg, donc je pourrais stocker 15 000 kg dans ma chambre froide. Alors attention, nous on raisonne en journée. C'est-à-dire que, est-ce que chaque jour je vais introduire 15 tonnes
de viande dans ma chambre froide, ça c'est non, ça c'est pas possible. On aura ce qu'on appelle une rotation journalière. Et généralement, cette rotation journalière est de 10%, c'est-à-dire qu'on va prendre 10% de 15 000 kg et on aura voilà la masse de denrées qui rentre journalièrement, donc tous les jours, dans notre chambre froide. Donc là, vous voyez, on passe à 1500 kg. Donc on a 1500 kg qui rentrent et qui sortent par jour dans notre chambre froide, même si celle-ci contient 15 000 kg de viande. Donc au niveau de la rotation journalière, ça c'est surtout le client qui va vous donner des informations dessus. Mais bon, généralement, on est entre 10% et 20% de rotation journalière de la masse totale de notre chambre froide. Allez, on passe aux apports de denrées par respiration. Donc la respiration est surtout liée aux fruits et légumes. On peut le retrouver au niveau des crustacés qui sont vivants. Donc c'est un phénomène, on va dire, de maturation, c'est-à-dire que le fruit ou le légume mûrit et cette respiration dégage de la chaleur. C'est comme un être humain qui respire et qui libère donc de la vapeur d'eau de la bouche, et donc on voit bien qu'il y a de la chaleur qui sort, et donc cette chaleur est à prendre en compte dans le calcul de notre puissance frigorifique. Et donc pour pouvoir calculer cette chaleur de respiration, on va appliquer donc la petite formule. Donc c'est la masse de produit qui est contenu donc dans notre chambre froide multipliée par la chaleur de respiration. Et là donc on a un petit tableau que j'ai trouvé très facilement sur internet, et donc chaque produit a sa chaleur de respiration. Donc là on est sur les fruits et légumes, mais on voit bien que sur les viandes il n'y a pas de respiration, puisque la viande ne respire pas, jusqu'à preuve du contraire. Et donc avec Q, c'est la quantité de chaleur apportée par respiration, M c'est la masse de denrées, celle qu'on a calculée juste avant, et L la chaleur latente de respiration des denrées qui est en kilojoules par kilogramme. Alors pour les denrées, il nous restait un troisième poste qu'il faut aller prendre en compte, c'était l'emballage. Donc là, vous voyez, on est sur une chambre froide avec des fruits et des légumes sûrement, et on est en présence d'une certaine quantité d'emballage qu'il faudra prendre en compte dans votre calcul d'apport de chaleur. Donc là, de la même façon, vous allez avoir la petite formule, donc vous prenez la masse des emballages multiplié par C, donc c'est la chaleur sensible de votre emballage. Donc ça c'est facilement trouvable sur internet, hein. Donc si c'est du carton, vous allez prendre la chaleur massique du carton. Si c'est du plastique, la chaleur massique du plastique, etc. Si c'est du bois, enfin, vous vous adaptez en fonction de votre situation. Et vous multipliez aussi par la différence de température. Et comme pour tout à l'heure, donc si votre emballage arrive en camion, donc généralement on est sur un écart de 5 degrés. Alors la question qui va se poser de la même façon, c'est comment estimer, calculer la masse d'emballage. Donc là, dans notre cas, on va prendre un ratio, donc on va prendre un ratio de 10%. Donc on peut prendre aussi 15 ou 20%, donc entre 10 et 20%. Et là, moi, j'ai choisi de prendre 10% de la masse des denrées, puisqu'on a du carton. Si on avait des cagettes en bois, j'aurais pris 20% de la masse des denrées. Donc tout à l'heure, on était sur un exemple de 1500 kg de denrées qui rentraient dans notre chambre froide par jour. Je multiplie par 0,1 et donc j'ai ma masse d'emballage. Alors j'ouvre une petite parenthèse ici pour aborder un point un peu délicat. Lorsqu'on a un produit qui est à température positive et que l'on veut descendre à température de congélation. Donc quelle est la quantité de chaleur qu'il faut pour justement, par exemple, on est sur une congélation de l'agneau. On est dans un laboratoire de découpe, on découpe en petits morceaux donc notre produit, et donc on souhaite le congeler pour pouvoir l'envoyer ensuite à l'autre bout du monde. Donc pour cela, on va utiliser un tableau qui est très pratique pour pouvoir justement calculer les différents types de chaleur, puisqu'il va y en avoir 3 en fin de compte, pour pouvoir passer de plus 10 à moins 20. Donc déjà dans un premier temps, on va passer, on va faire notre calcul déjà d'apport de chaleur de plus 10 à moins 1,7 degré. Donc moins 1,7, ça c'est la température de congélation de l'agneau. Donc là on est sur de la chaleur sensible. Donc là, si vous avez un doute, vous avez ici, vous rappelez au niveau du premier tableau, on a les points de congélation, et pour l'agneau on est bien à moins 1,7. Donc après bien sûr si vous avez du bœuf gras, ça sera moins 2,2, etc. Et donc je reviens à mon slide. Donc dans un premier temps je vais calculer la quantité de chaleur de plus 10 à moins 1,7. Donc ça c'est la chaleur sensible. Ensuite le produit, il faut qu'il soit congelé.
Donc là, on a de la chaleur latente de congélation. Donc de la même façon, on va utiliser la chaleur de congélation de l'agneau donc dans le premier tableau. Donc ici, on revient ici sur le premier slide sur les denrées. Donc là, on voit que la chaleur latente de congélation est de 197 kJ par kilogramme pour l'agneau. Et donc là, on aura calculé la deuxième étape donc de notre énergie mise en jeu pour pouvoir descendre de plus 10 à moins 20. Et enfin, on a une dernière phase qui va être de la chaleur sensible. Et là, on va passer de moins 1,7 à moins 20 degrés. Et ensuite, donc, on a à compléter le tableau qui est ici. Et on a juste ensuite à faire la somme des trois chaleurs qui ont été mises en jeu pour pouvoir descendre l'agneau de plus 10 à moins 20 degrés. Donc là, vous pouvez l'avoir aussi sous forme de formule. Donc vous faites la masse de votre produit, multiplié donc par C1, donc ça c'est la chaleur sensible au-dessus du point de congélation, multiplié par l'écart de température, donc là c'était plus 10 à moins 1,7. Ensuite on a de la chaleur latente, donc L, donc c'est la chaleur latente de congélation. C2, donc ça c'est la chaleur massique, donc en dessous du point de congélation multiplié par l'écart, donc l'écart de température c'est moins 1,7 moins 20. Voilà. Donc là vous pouvez le calculer comme ça. Je passe au prochain poste. Donc là on est sur les apports par les personnes. Donc une personne qui travaille dans une chambre froide dégage de la chaleur. Ici on a un petit tableau qui en fonction des températures nous donne la puissance que dégage une personne. Donc là par exemple si je suis à 10 degrés, donc la personne dégage 210 watts. Si on est à moins 25, la personne dégage 420 watts. Donc pour pouvoir calculer l'apport par les personnes, donc là c'est assez simple, donc je prends ma puissance que j'ai trouvée dans mon tableau ici, je multiplie par n, donc n c'est le nombre de personnes, t le temps durant lequel la personne travaille ou les personnes travaillent dans la chambre froide. Donc là ça peut être très variable, donc ça c'est le client qui va vous le dire. Donc généralement une journée de travail c'est 8 heures, donc vous pouvez mettre ici 8 heures et vous multipliez par 3,6 pour à la fin avoir des kilojoules. On continue maintenant sur les machines, donc apport par les machines. Donc dans une chambre froide on peut avoir un certain nombre de machines. On a des machines de transport comme les transpalettes électriques. Donc là par curiosité j'ai été chercher sur internet et on voit par exemple que pour un modèle basique de transpalette électrique on est sur une puissance de 0,45 kW. Donc là c'est pas négligeable, donc il faut prendre en compte cet apport de chaleur pour pouvoir calculer votre puissance frigorifique. On peut être aussi dans des ateliers de découpe comme on voit ici. Donc là on est sur une chambre froide où on va préparer justement notre produit et on a un certain nombre de machines électriques qui dégagent de la chaleur. Donc il faudra prendre en compte la puissance de tous ces appareils pour pouvoir justement calculer donc la quantité de chaleur apportée par les machines. Donc je vais faire P, donc ça c'est la puissance de mes machines multiplié par le temps de fonctionnement. Donc là on peut imaginer que si on est sur 8 heures de travail on va mettre 8 heures. Et on va multiplier par 3,6 pour pouvoir passer le tout en kilojoules. Je passe aux apports par les moteurs de ventilateurs. Donc de la même façon, donc ici dans nos évaporateurs, on a un certain nombre de moteurs de ventilateurs qui qui dégagent de la chaleur. Donc il faudra prendre en compte cette chaleur dans votre calcul de puissance frigorifique. Et donc par curiosité, j'ai été voir le premier modèle que je trouvais sur internet et vous voyez que on a des modèles qui vont de 25 watts à 85 watts. Donc si vous avez 5-6 moteurs dans votre chambre froide, ça peut fausser votre calcul si vous ne prenez pas en compte cet aspect-là. Et donc pour calculer la quantité de chaleur apportée de façon journalière par les moteurs, donc vous faites encore de la même façon P fois T fois 3,6 et donc vous aurez votre résultat en kilojoules. Alors si vous n'avez pas le modèle exact, donc ici là j'ai pris un modèle sur internet, par contre si vous n'avez pas un modèle en tête précis et un nombre de moteurs précis pour pouvoir calculer la puissance dégagée par les ventilateurs, vous pouvez prendre un ratio pour avoir ce P là en faisant 30 watts par mètre cube. Donc là c'est un ratio qui vous permet de retomber un peu en fonction du volume de votre chambre froide sur la puissance de vos moteurs de ventilateurs, mais ça vous pouvez le corriger une fois que vous avez sélectionné vos évaporateurs pour voir s'il y a une grosse différence entre votre hypothèse et ce que vous allez vraiment installer dans la réalité.
Et bien sûr le temps de marche, hein. Donc là le temps de marche généralement on est sur pas 24 heures, attention, enfin si on peut l'être si on est sur des chambres froides positives. Par contre si on est sur des chambres froides négatives, on a des temps de dégivrage, donc là on peut considérer qu'on est sur un temps de marche de 21 heures, 22 heures au niveau d'une journée. Au niveau de l'éclairage, donc on passe aux apports par donc nos éclairages. Aujourd'hui la situation a bien évolué puisqu'on est sur des éclairages de type LED. Malgré tout, vous voyez que chaque équipement ici, par exemple j'en ai trouvé un directement sur internet, a une puissance de 68 watts. Alors on peut avoir très rapidement une puissance qui est non négligeable. Par exemple là on en a pratiquement 10 qui sont installés dans cette chambre froide. Si vous faites 10 fois 68, vous êtes pratiquement à 700 watts d'apport par les éclairages. Donc de la même façon vous allez utiliser la formule P, donc votre puissance d'éclairage multipliée par le temps multiplié par 3,6 pour passer en kJ. Si vous n'avez pas cette information là, vous pouvez utiliser par exemple ce ratio, vous prenez 10 watts par mètre carré. Si votre chambre froide fait 100 mètres carrés, vous multipliez par 10, vous avez 1000 watts d'apport de chaleur par les éclairages. Alors le temps de marche, attention, donc là il y a discussion. On peut considérer que les lumières sont allumées le temps où le personnel est présent dans la chambre froide, donc on peut dire 8 heures par exemple. Après, bon, bah, ça c'est au client aussi de préciser ses besoins par rapport au fonctionnement de la chambre froide, et ainsi vous allez pouvoir quantifier de façon un peu plus précise vos apports par éclairage. Allez, on est sur l'avant-dernier poste, courage, on est presque sur la fin de la vidéo. Donc là, on va parler des apports par renouvellement d'air. Donc lorsqu'on a une pièce qui est fermée, ici en l'occurrence c'est une chambre froide, il faut renouveler cet air régulièrement car l'air se sature en impureté, en CO2, etc. Et donc on va remplacer de l'air malheureusement qui est froid, donc qu'on va évacuer via une ventilation mécanique ou une grille de transfert, par de l'air qui est chaud. Donc là, l'air qui est extérieur, c'est de l'air qui est chaud, qui est à température extérieure. Et donc ça, c'est un apport de chaleur aussi qui est non négligeable et qu'il faut prendre en compte. Alors comment on peut calculer de façon assez simple cet apport par renouvellement d'air? On va utiliser donc la formule suivante. Donc Q par renouvellement d'air, c'est égal à N. Donc N, on le retrouve ici dans des tableaux. Admettons que votre chambre froide fasse 100 mètres cubes, donc ici on a une colonne pour les volumes. Si votre chambre froide fait 100 mètres cubes, bah vous allez prendre un N, un renouvellement d'air journalier qui est compris entre 6,8 et 9. Donc V, bah bien sûr c'est le volume de la chambre froide en mètres cubes. HI et HE, donc ça c'est les enthalpies de l'air extérieur et de l'air intérieur. Donc pour pouvoir trouver HI et HE, donc là il faudra utiliser pas le diagramme enthalpique, mais on va utiliser le diagramme de l'air humide. Donc là, dans le parcours de formation, je vais essayer de le caser à un moment ou à un autre et commencer à parler un petit peu du traitement de l'air. Mais ça va pas être pour tout de suite. Je vous demande d'être un petit peu patient. Et vous allez multiplier à la fin par la masse volumique donc de l'air extérieur qui est donc en kg par mètre cube. Allez, on est parti sur le dernier poste. Donc bravo à vous si vous avez tenu jusque-là. On parle des ouvertures de porte. Donc pour pouvoir calculer les apports par ouverture de porte, on va utiliser un petit ratio très simple pour pas trop compliquer sur cette dernière partie. Donc on va prendre 10% des apports de chaleur par renouvellement d'air. Alors bien sûr vous comprenez facilement que plus on va ouvrir souvent la porte et plus on va avoir une masse d'air neuf qui est chaude, qui va rentrer dans votre chambre froide et donc qui va devoir être évacuée au niveau de votre évaporateur. Alors pourquoi 10%? Vous pouvez prendre un chiffre entre 5 et 10%, on essaie vraiment d'être au plus haut pour voir au plus large, mais en fonction de la vie de votre chambre froide. Donc là si vous êtes sur de la restauration, vous savez que vous allez avoir un pic d'ouverture de la chambre froide entre 11h et 14h je dirais, et après les portes vont pratiquement rester fermées tout le temps. Et après, donc si vous avez un autre type de fonctionnement, bah là vous pouvez lisser un petit peu ce pourcentage, donc vous pouvez prendre un pourcentage entre 5 et 10%. Donc je m'arrête là pour cette vidéo. Très rapidement, je vais vous présenter 2 ou 3 logiciels qui permettent justement de faire le calcul frigorifique de façon un peu plus simplifiée. Donc je vais vous présenter un Tarcon, on va travailler aussi avec Cool Selector. Je vais vous présenter aussi les courbes de Frédéric Benet et un tableau avec des ratios. Et ainsi, je pense qu'on aura été très complet sur la question.
Donc bah je m'arrête là, je vous dis prenez soin de vous et à très vite. Ciao ciao.